Bonjour, soyez toutes et tous les bienvenus dans ce podcast que j'ai intitulé La pensée positive, mythe ou réalité. La théorie de la pensée positive repose sur l'idée que notre vie est le simple reflet de nos pensées. En les contrôlant, on pourrait donc logiquement avoir tout ce que l'on désire. Nos difficultés viendraient donc du fait que nous pensons négativement. La solution serait simple, il faut apprendre à contrôler les émotions et pensées négatives, à les supprimer pour ne plus avoir que des pensées positives afin de diriger notre vie vers la réussite et le bonheur. Est-ce seulement possible ou simplement réaliste? Sur quoi est-ce basé? Il y a maintenant de nombreuses années, le docteur en philosophie, théologie et en droit, Joseph Murphy, décédé en 1981, a traité dans une trentaine de livres la dynamique de la pensée à travers la mystique, l'autosuggestion et le pouvoir du subconscient notamment. Son best-seller s'est vendu à des millions d'exemplaires et a été traduit en 17 langues. Il nous disait en résumé que notre destinée commençait par le changement de nos pensées. Il s'agissait pour Joseph Murphy de surveiller ce que nous disons et de bannir les propos négatifs, car le subconscient n'apporte que ce que nous décrétons. Il affirmait ainsi: « Je suis tout par la puissance de mon propre esprit subconscient ». Il nous invitait à ne pas permettre aux autres de penser pour nous, à choisir nos propres pensées, à prendre nos propres décisions, car notre subconscient contrôle tous les processus vitaux de notre corps et il connaît la réponse à tous les problèmes. Et donc, avant de nous endormir, il nous conseillait de faire une requête spéciale à notre subconscient et faire la preuve de sa miraculeuse toute-puissance. C'est notre vie qui n'est pas en harmonie, et c'était sa principale remarque. Tout ce que nous imprimons sur notre subconscient s'exprime sur l'écran de l'espace en tant que condition, expérience et événement. Il faut donc maîtriser le scénario par la pensée. Considéré comme le père de l'épigénétique, Bruce Lipton se fait promoteur de la nouvelle biologie. Et dans cette biologie, il affirme que nous ne sommes pas prisonniers de notre hérédité et que d'autres facteurs tels que nos pensées et l'environnement ont une influence sur nos gènes. C'est votre vie, nous dit-il, qui n'est pas en harmonie. Si vous modifiez votre façon de vivre, vos pensées, vous transformez complètement votre état de santé, car c'est l'esprit qui contrôle tout cela. Et il faisait remarquer que 70% de nos pensées sont négatives et répétitives. C'est comme si on ingérait près de 3/4 de poison pour une quart de guérison. En résumé, si vous désirez maîtriser votre santé, la première chose à faire, nous dit Lipton, est de contrôler nos pensées. Et si vous le faites, vous aurez le contrôle sur votre vie. Il est important de comprendre, disait-il, que 95% de ce que nous pensons provient de notre inconscient. Mais mieux vaut donc s'attarder à la partie créative de notre personnalité et de nos pensées. Et si nous le faisons, notre conscient, comme un ange à l'intérieur de notre tête, va nous aider. Mais le problème, c'est que nous créerons notre vie de manière consciente à partir de nos souhaits et de nos désirs seulement dans 5% de notre journée. Si notre esprit et notre conscience ne contrôlent que 5% de notre vie, c'est que pendant 95% de notre journée, notre conscience se questionne constamment sur ce que nous allons faire. Ainsi, Lipton faisait-il remarquer ce que les décrocheurs de la pensée positive n'ont pas compris, c'est que même si les subdivisions de l'esprit, le conscient et l'inconscient semblent séparées, elles sont interdépendantes. Le conscient est le créatif, celui qui peut créer les pensées positives. En revanche, l'inconscient est un archivage d'actions-réactions mémorisées, archivage hérité de l'instinct et de l'expérience acquise. Sur le plan des capacités neurologiques, l'inconscient est des millions de fois plus puissant que le conscient. Si la volonté du conscient entre en conflit avec la programmation inconsciente, laquelle des deux l'emporte à votre avis?
Vous aurez beau vous répéter sans cesse l'affirmation positive que vous êtes digne d'être aimé et que votre tumeur cancéreuse se résorbera, si dans l'enfance on vous a constamment répété que vous étiez nul et maladroit, ce message programmé dans votre inconscient minera tous vos efforts en vue de changer. Cette puissance et présence de l'inconscient est d'ailleurs attestée par deux éléments que nous connaissons bien. L'effet placebo, qui est un effet positif, nous le connaissons, ce processus au terme duquel une substance totalement dépourvue de principe actif peut présenter un effet positif sur certaines affections telles que la douleur ou l'insomnie. Cela fonctionne aussi à travers nos convictions profondes, nos convictions intimes. Cette histoire vraie en est un exemple. Un homme était malade dans un hôpital en Autriche. Malgré une batterie d'analyses, les médecins ne parvenaient pas à identifier sa maladie. La situation se dégradait. Un jour, le médecin-chef annonce au patient qu'un célèbre collègue de Vienne allait venir et qu'il lui soumettrait le cas. Le lendemain, comme promis, le confrère arrive dans la chambre du malade. Après les salutations d'usage, le médecin prend la fiche du malade, la lit attentivement et prononce un seul mot, moribundus. Puis, toute l'équipe s'en va. Le patient, heureusement, ignorait le sens de ce mot latin. Il s'est rassuré et joyeux, s'est dit que le célèbre médecin avait identifié sa maladie qu'il allait donc de guérir. Et en effet, le patient très vite s'en est remis alors que le médecin avait prononcé moribond. Nous connaissons aussi l'effet nocebo ou l'effet négatif. L'effet nocebo est l'alter ego néfaste de cet effet placebo. Du latin je nuirai, il est de nature psychologique. Mais voici une histoire vraie pour en mesurer sa portée. Un journaliste voulut faire un reportage sur les clandestins mexicains qui entrent aux États-Unis par des trains marchandises depuis le Mexique. Il se rend donc par une froide nuit d'automne à la gare frontière et se faufile entre les gardes frontières et leurs chiens. Il se jette dans un wagon pour leur échapper. Le train démarre. Au bout d'un moment, notre journaliste a froid. Il entend un bruit comme s'il était dans un wagon frigorifique. Notre homme tente d'ouvrir la porte, impossible. La panique le gagne. Il sera retrouvé mort de froid. Le journaliste avait pris soin d'écrire son agonie sur les murs du wagon, mais cette nuit-là, c'était un simple ventilateur qui faisait du bruit et non un congélateur, un frigo. En d'autres termes, le journaliste était simplement mort de peur. Ce ne sont donc pas nos pensées en tant que telles, dont la plupart sont superficielles, tout comme nos sentiments ou nos sensations. On peut en avoir des sentiments plus de 6000 par jour, ou encore nos actes ou nos paroles quotidiennes qui sont créateurs, qui ont un véritable pouvoir. Ce sont nos états vibratoires profonds, nos convictions intimes, nos peurs et tout ce qui est intense en nous. Bien sûr, nos états émotionnels seront faits de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, de nos convictions intimes, de nos croyances, de nos peurs, de nos recherches de contentement, nos manières d'éviter la douleur ou des choses que nous fuyons, comme la peste. Nos états émotionnels sont d'ailleurs très divers. Parmi les états déplaisants, citons la colère, le mépris, le dégoût, l'envie, la culpabilité, la honte, la peur ou la tristesse. Et parmi les états plaisants, citons la fierté, l'exultation, la joie, la satisfaction, le soulagement, l'espoir, l'intérêt ou la surprise. Tous ces états émotionnels, plaisants ou déplaisants, sont en réalité des états vibratoires que nous communiquons à tout notre corps et à toutes nos cellules, comme à tout l'univers, à travers des ondes gamma.
Les basses fréquences transportent la mémoire des expériences passées, les plus hautes véhiculent ce qui se passe sur le moment. Ce sont donc comme des ondes radio que nous communiquons à notre corps et à l'entier de l'univers. Et s'il n'est pas possible de recommencer sa vie, il est toujours possible de la poursuivre différemment. On peut vider notre âme de tout ce qui nous tourmente et on pourra alors la remplir de ce qui peut nous rendre heureux. Mais il faudrait plutôt parler ici avec Nassim Haramein de toutes ces informations enregistrées le long de notre ligne de vie dans la mémoire de l'univers, celle globale de l'espace-temps et la mémoire plus spécifique de la Terre et des humains qui vivent, appelée aussi mémoire akashique ou mémoire morphogénique. C'est notre inconscient ontologique. L'inconscient est donc à situer là précisément dans ce disque dur en somme avec lequel nous échangeons toutes les informations en permanence, qu'elles soient positives ou négatives, plaisantes ou déplaisantes, tout le long de notre ligne de vie. Nous serons ainsi constamment au niveau instinctif à rechercher le contentement, à éviter la douleur et à maintenir une possibilité de fuir ou de combattre. Au niveau affectif, toujours en recherche d'amour et de reconnaissance, au niveau mental, en quête de toutes sortes de sécurité, de confort, de pouvoir, de gloire, de jouissances diverses et d'épanouissement personnel, et cela nous met automatiquement en compétition les uns avec les autres, en rivalité ou en convoitise, dans ce que René Girard appelait le désir mimétique. Peut-on néanmoins favorablement orienter nos quêtes éperdues ? Tout est connecté, l'information est disponible et ce Dieu est la combinaison de tout ce qui est ensemble. Chaque point est une expression du Créateur et la création est la connexion avec chaque point. L'omniscience, l'omnipotence, chaque atome est en lien. La force de la création devient plus claire. La mort ne détruit pas l'information, mais il y a un changement d'état. Cela reste présent dans l'espace mémoire. En fait, tous les systèmes, y compris notre corps, sont connectés à ce champ d'information. Et la conscience en est le passage. Elle est une expression de ce champ électromagnétique à la base de la réalité. Et en tournant nos sens vers cette information, nous aurons une influence à distance, y compris en vertu du principe d'intrication. Nous créons, nous attirons, nous repoussons en fonction de nos états vibratoires du moment et tout particulièrement s'ils sont intenses et importants. Ce n'est pas de la magie, mais la manière dont l'univers fonctionne. De quoi nous émerveiller, non ?